Un énorme bonjour à tous, un très très grand bonjour à tous, un grand bonjour aussi à toi, William, qui est notre invité de ce point avec Carmignac, donc en ce mercredi. Bonjour William. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, sur l'évolution des principaux indicateurs. Alors, cette évolution des principaux indicateurs va peut-être faire justement donc, se concentrer sur deux sujets en particulier, les actions chinoises éventuellement et peut-être le pétrole. Donc les actions chinoises sont en forte baisse cette semaine. Ça peut s'expliquer notamment par justement la recrudescence des tensions qu'il y a avec les États-Unis. On a notamment des tensions sur les semi-conducteurs, hein. C'est un peu l'arme stratégique qu'a trouvé les États-Unis dans la guerre économique qui l'oppose à la Chine. Donc, il y a notamment l'interdiction de certaines entreprises américaines d'utiliser les puces électroniques chinoises. Donc ça a pesé sur les actifs chinois. Il y a également le congrès du Parti communiste, hein, qui commence, donc ça amène également un petit peu de volatilité sur les marchés. Je pense qu'on en reviendra dans les prochaines éditions de notre rencontre hebdomadaire. Et comme tu l'as dit, ça a été une semaine agitée donc sur les actions chinoises, mais globalement, et là, c'est pas très bien reflété dans ces chiffres qui montrent les mouvements sur une semaine, mais ça a été une semaine très volatile sur les marchés, notamment aux États-Unis. On a eu une journée de jeudi avec des mouvements journaliers, donc intraday, au sein de la journée, qui ont été énormes. On a commencé à -2,5, on a fini à +3, avant de reperdre 3% le vendredi. Donc on a vraiment des grands mouvements de volatilité. C'est des marchés qui sont assez complexes, qui sont, on va dire, presque émotifs, qui réagissent de façon parfois même exagérée, hein, à certains, par exemple aux chiffres de l'inflation. On y reviendra par la suite. Et donc vraiment, ça c'est quelque chose aussi sur lequel je voulais appuyer, c'est-à-dire que il y a eu extrêmement de volatilité sur les actions, également sur les taux. Les taux continuent à augmenter, donc que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On a notamment aux États-Unis les taux qui ont dépassé les 4% pour la première fois depuis octobre 2008. Donc c'est quand même un symbole important en ce qui concerne les taux. Et pour le pétrole, hein, pour revenir à ce que tu disais sur le pétrole perd 6%. Donc la semaine dernière, Kevin vous expliquait ce qui s'était passé sur la décision de l'OPEC+, de réduire la production de plus d'1 million de barils. Cette semaine, la baisse, donc ça va entraîner une hausse du pétrole. Cette semaine, la baisse du pétrole, elle s'explique, pardon, globalement par une baisse des anticipations de croissance. On a notamment le FMI, hein, qui a revu la croissance mondiale fortement à la baisse. Elle avait des prévisions pour 2023 à 3,8%. Elle estime maintenant que la croissance mondiale en 2023 sera de 2,7%. Ça dépendra également beaucoup de ce qui se passe en Chine, avec notamment la politique de zéro Covid. Est-ce que cela va continuer ou pas? On en saura peut-être plus, hein, à la fin du parti du Congrès communiste, hein. C'est ce dont je parlais. Et justement, bah ça a fait peser sur le pétrole un ralentissement de l'économie, et donc ralentissement de l'économie, c'est-à-dire moins besoin de pétrole, moins besoin d'énergie, et donc on va dire une baisse sur le pétrole. Donc c'est encore une fois des marchés très volatiles, hein. Les marchés des matières premières sont des marchés très volatiles, mais on remarque que globalement, ça a été une semaine encore assez négative sur toutes les classes d'actifs. Du coup, sur le plan macroéconomique, en fait, William, ton focus de la semaine va concerner de nouveau l'inflation. Et en fait, le souhait, c'est aujourd'hui de parler de l'inflation de septembre et notamment de revenir sur l'historique de l'inflation. Exactement. Alors, je ne pouvais pas ne pas parler d'inflation. Alors, on est désolé parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est Beaucoup. vraiment le principal chiffre macroéconomique qu'il fallait retenir la semaine dernière. Encore une fois, on peut voir donc les chiffres de l'inflation, ils sont en réalisé, donc l'inflation totale, elle est en baisse aux États-Unis, hein. On se focalise encore une fois sur les États-Unis, car comme vous le savez, c'est principalement les États-Unis qui vont entraîner, hein, les marchés boursiers. Donc aux États-Unis, l'inflation est légèrement en baisse, hein. On était à 8,3% le mois précédent, on est maintenant à 8,2%. Donc c'est une très légère baisse.
Mais si vous voyez sur le graphique, cette inflation sous-jacente, l'inflation core, on en avait déjà parlé, ça avait fait l'objet déjà d'une minute pédagogique il y a quelques mois. Cette inflation sous-jacente, elle continue d'augmenter. Elle est maintenant à 6,6% et on ne sait toujours pas si elle a atteint son pic. Et donc ça, c'est vraiment un point très important parce que c'est cette inflation sous-jacente euh, qui, euh, qui va vraiment, pour la Réserve fédérale américaine, donc pour la Banque centrale américaine, qui va vraiment être le chiffre à regarder. Parce que cette inflation sous-jacente, elle va conforter la Fed dans potentiellement un resserrement monétaire plus important. Alors, c'est particulièrement étonnant de voir cette inflation sous-jacente être aussi persistante, même continuer à augmenter, parce qu'on a notamment un dollar américain qui reste très fort, donc qui devrait peser, c'est des facteurs désinflationnistes, et pourtant, eh ben, on se rend compte que l'inflation sous-jacente continue d'augmenter, et que le marché du travail américain, on a eu des premiers chiffres la semaine dernière, et ben le marché du travail américain, il est toujours en surchauffe, il est toujours très très solide, et c'est justement ces chiffres de l'inflation et ce marché de l'emploi qui reste solide, ça va pas aider la Fed à arrêter ses hausses de taux. Et plus que ça, c'est justement le point de ma minute pédagogique, c'est qu'en plus de l'inflation réelle, réalisée, il y a les anticipations d'inflation. Alors justement, effectivement, c'est ce que tu viens de dire. Donc au-delà de l'historique, il y a également justement ce qui est prévu, ce qui est envisagé éventuellement par le marché. Et là-dessus, donc effectivement, tu veux insister sur l'importance de ces anticipations. Exactement. Alors les anticipations d'inflation, déjà, qu'est-ce que c'est? Les anticipations d'inflation, c'est globalement les agents économiques, donc les personnes, les entreprises, qui essayent de prédire l'inflation future, qu'ils le fassent consciemment ou non, et surtout, cette prédiction de l'inflation future, ils vont en tenir compte dans leur décision, donc dans leur anticipation de décision. Donc ça peut, par exemple, peser sur l'épargne, sur la consommation, mais également sur des possibles hausses de salaire. Et donc c'est vraiment un indicateur clé pour les banquiers centraux et aux États-Unis pour la Réserve fédérale. Et on voit que ces anticipations d'inflation à un an aux États-Unis, elles repartent à la hausse. Ça faisait plusieurs mois qu'elles baissaient et elles sont reparties à la hausse ce mois-ci. Et c'est une raison inquiétante pour la Réserve fédérale parce que cette hausse, elle vient quelque part remettre un petit peu en question la crédibilité de la Réserve fédérale. Euh, Parce que cette dernière, elle va être inquiète que si les agents économiques anticipent une inflation plus persistante à un an, eh ben cela pourrait notamment contaminer des hausses de salaire, des revendications salariales plus importantes aux États-Unis et entraîner cette fameuse boucle prix-salaire qu'on essaye à tout prix d'éviter pour ne pas avoir une inflation très importante et surtout très persistante, très importante. Et donc c'est vraiment les anticipations d'inflation, c'est quelque chose, c'est vraiment un indicateur clé que les banquiers centraux regardent très attentivement. Et il en va, comme je l'expliquais, de la crédibilité de la Réserve fédérale de faire baisser ces anticipations d'inflation. Et donc on peut s'attendre, hein, avec cette hausse des anticipations d'inflation, à une Fed qui continue son cycle de hausse de taux, et notamment en novembre, hein, on peut s'attendre encore à une hausse de taux potentiellement de 0,75% pour justement essayer d'indiquer encore aux acteurs économiques, aux agents économiques, qu'elle fera tout pour combattre l'inflation. Au-delà de l'inflation, donc là, ta volonté de cette semaine également, c'est de t'attarder sur le plan microéconomique, sur la saison des résultats, qui pour le coup a commencé. Et il y a deux questions là-dessus, notamment quelle implication donc pour cette saison de résultats à venir, notamment, et donc quid notamment des bancaires, et en particulier des bancaires américaines. Exactement. Alors, on a parlé de macroéconomie, de l'inflation. Cette semaine, la semaine dernière, c'était aussi le lancement de la saison des résultats aux États-Unis et ça arrive également en Europe. La saison des résultats où justement on devrait commencer à voir les premiers
les premières répercussions de ces hausses de taux, de cette inflation qui devient maintenant persistante depuis plus d'un an, parce que comme on peut le voir sur le graphique de gauche, depuis le début de l'année, que ce soit en Europe, mais c'est également valable aux États-Unis, les bénéfices par action, ils sont toujours en hausse. Ils sont en hausse de plus de 12%, pardon, sur les 12 prochains mois. En revanche, on voit que la performance du stock 600 et donc des marchés européens est en baisse, et ça s'explique principalement, on l'a déjà expliqué, par une contraction des valorisations. Donc globalement, parce que les taux montent, donc du coup les multiples de valorisation, donc les multiples avec lesquels on valorise une entreprise, baissent. Mais en revanche, les bénéfices, eux, continuent d'augmenter. Et donc cette saison des résultats du troisième trimestre peut commencer à être importante, parce que justement, si l'économie rentre en récession, et on va commencer à avoir des bénéfices qui chutent. Et donc, ça a commencé, historiquement, ça commence toujours avec les bancaires aux États-Unis. Et donc, vendredi, il y a les premiers résultats des bancaires aux États-Unis, avec notamment JP Morgan, Citi ou Morgan Stanley, euh, qui ont annoncé des résultats qui étaient globalement assez mitigés. C'est-à-dire que leurs bénéfices étaient en baisse, mais parfois supérieurs aux attentes, par exemple pour JP Morgan. Mais surtout, euh, elles ont toutes indiqué qu'elles augmentaient considérablement leurs réserves. Et notamment leurs réserves, parce qu'il était probable que dans les prochains mois, elles fassent face à justement une hausse des taux de défaut de la part des entreprises ou de la part justement des particuliers. Et donc, ces réserves sont en hausse et vont peser sur les résultats des bancaires, parce que justement, il y a cette crainte de récession due à une inflation persistante et à cette hausse des taux pour justement un petit peu ralentir l'économie. Et cette crainte de récession, eh ben, elle commence un petit peu à peser, et on l'a vu aux États-Unis où malgré des taux élevés, qui justement est plutôt favorable pour les bancaires, eh ben, les réserves pour justement faire face à une hausse potentielle des taux de défaut viennent peser sur les résultats des bancaires aux États-Unis. Et ça fait écho, et notamment, ça corrobore justement donc, ce que nous a dit Kevin Tosé la semaine dernière sur les valeurs baromètres de l'économie. Donc, effectivement, il avait été mention notamment de FedEx et d'AMD, mais il y avait une question d'un de nos clients qui nous disait, mais et les bancaires finalement dans tout ça? Donc là, ça nous conforte justement sur le fait que les valeurs bancaires, dans une certaine manière, effectivement, en fait, tirent la sonnette d'alarme sur le plan du cycle économique. Exactement. Entendu. Sur le plan maintenant justement donc du message de la semaine. Donc ton message de la semaine, il y a un écart entre la réalité du cycle économique et les anticipations de croissance des entreprises. Je te laisse commenter. Exactement. Alors, je voulais parler justement de cette saison des résultats qui est lancée, qui va durer quasiment un mois. Et il y a au sein de ce cycle économique, et comme les bancaires l'annoncent, probablement une récession à venir, que ce soit en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs. Et on se rend compte historiquement que en période de récession, la contraction de la croissance des bénéfices est environ 25% pendant une récession. Et aujourd'hui, on en est encore loin. Même si les anticipations de croissance des entreprises sont légèrement revues à la baisse, la réalité du cycle économique et le fait qu'on puisse potentiellement rentrer en récession fait que ces chiffres vont devoir être revus encore plus drastiquement à la baisse. Et donc ce processus de réduction des estimations, des bénéfices, de la croissance, des revenus, eh ben, il va commencer ce trimestre, il pourrait même perdurer au trimestre prochain, et il va quelque part un petit peu remettre les compteurs à zéro, et on va pouvoir identifier quelles entreprises ont vraiment une valeur ajoutée, vont pouvoir conserver des marges importantes, et celles qui sont potentiellement un petit peu plus, par exemple, au sein du cycle économique, ou qui sont peut-être un petit peu plus sensibles à une réduction de leurs marges, à une hausse des salaires, comme on en parlait plus tôt, ou justement un déstockage pour, par exemple, le semi-conducteur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir regarder quand on analyse les résultats des entreprises dans les prochaines semaines. Mais ça aussi, c'est un truc dont vous avez parlé assez souvent, justement, lors de ce point Carmignac, cette fameuse dichotomie entre price et earnings. Jusqu'à présent, donc, on a eu justement le travail effectué sur le price,
mais on Exactement. n'avait pas forcément le travail effectué sur les earnings. Et là, justement, on est en plein dedans. Donc, pour autant, donc, il y a des choses à faire côté allocation et on va y aller justement donc, sur les idées d'allocation, notamment avec un zoom aujourd'hui sur Carmignac Portfolio Grande Europe. Alors, tu voulais notamment revenir concernant justement ce fonds qui est distribué, hein, donc bien entendu sur la plateforme EasyBourse, sur la performance cumulée et sur éventuellement l'explication de la sous-performance. On te laisse parler. Ah, c'est exactement ce que tu viens d'évoquer avant, entre le prix et les résultats des entreprises, les bénéfices. Ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui en parlant de Carmignac Portfolio Grande Europe, donc qui est un fonds investi essentiellement en actions européennes, c'est un fonds qui a ce qu'on appelle un biais qualité-croissance. Donc il investit dans des entreprises de qualité, donc qui ont globalement des très bons résultats, qui réinvestissent leurs résultats dans leur croissance future et qui ont, de par ce fait, un taux de croissance plus élevé que celui du marché. Et on voit que c'est, depuis l'arrivée du gérant, donc Marc Denham, c'est globalement une, euh, un processus et une sélection qui a fait ses preuves hein, depuis l'arrivée, depuis 2016. Néanmoins, cette année, et comme tu l'expliquais si bien, on a eu une contraction des valorisations, donc du P, donc du price. On a les prix qui ont baissé, de fait notamment de la hausse des taux. Et ça, quand on est sélectionneur de titres, comme Marc Denham chez Carmignac, comme on l'est chez Carmignac, quand on sélectionne des titres, c'est assez compliqué de prévoir cette contraction des valorisations ou au contraire, hein, cette envolée des valorisations, parce que ça va dépendre de facteurs macroéconomiques assez importants. Et donc, quand on sélectionne des titres, nous, on s'intéresse plutôt à l'entreprise qu'on sélectionne. Et au sein de ce portefeuille, Carmignac Portfolio Grande Europe, nous, on sélectionne, comme j'ai expliqué, des entreprises de qualité. Et si on ne peut pas anticiper le cycle, l'inflation ou les hausses de taux, ce qu'on peut anticiper et ce qu'on pense pouvoir anticiper en sélectionnant des titres, c'est la croissance des bénéfices futurs. Et on voit qu'au sein du portefeuille de Carmignac Portfolio Grande Europe, eh ben, la croissance des bénéfices elle est plus de 2 fois supérieure à celle des entreprises européennes. Et cela, ça se fait parce que justement, on sélectionne des entreprises de qualité qui réinvestissent dans leur croissance future et qui ont donc une croissance plus stable et qui est, on va dire, plus. C'est le principe de l'investissement dans la qualité qui est plus consistant. Et donc, on anticipe que les bénéfices de ces entreprises sur lesquelles justement on, on a vraiment une incidence, hein, où le choix, ou le stock picker, c'est ce qu'on appelle, donc le sélectionneur de titres a vraiment une incidence, et ben c'est vraiment sur ces entreprises qui vont potentiellement pouvoir, soit qui ont une capacité d'adapter les prix, soit qui sont dans des secteurs, par exemple, je pense à la santé, donc qui sont dans des secteurs qui sont moins impactés et qui gardent une croissance importante de leurs bénéfices et de leurs revenus. Alors justement, donc peut-être évoquer à présent donc dans les questions donc des clients. Merci énormément justement donc les participants. Il y a plusieurs questions pour William donc cette semaine. La première va concerner justement les actions chinoises. Et alors sur les actions chinoises, on va revenir éventuellement sur la présentation de Gemri il y a quelques semaines qui disait qu'effectivement il y avait un rendez-vous phare, notamment donc le rendez-vous du Parti communiste, notamment qu'est-ce que vous en avez tiré? Est-ce que justement, donc, il y a des enseignements pour le coup qui ont été extraits de ce rendez-vous et qui pourraient éventuellement juguler cette correction des actions chinoises que l'on a vu en fait la semaine passée. Alors c'est pas encore fini. Donc le congrès du Parti communiste, ça dure plusieurs jours. On aura en fin de semaine, donc la semaine prochaine, on pourra vous en dire un petit peu plus sur justement les tenants et aboutissements de cette réunion. On attend notamment peut-être un petit peu plus de nouvelles sur potentiellement la politique zéro Covid, savoir si Xi Jinping sera renforcé ou au contraire ressortira affaibli de ce congrès. Donc là, je pense qu'on en saura un petit peu plus la semaine prochaine. Pour le moment, c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Et c'est également pour cette raison qu'il y a beaucoup de volatilité sur les actifs chinois en ce moment. Quel focus vous avez sur les valeurs de qualité en particulier. Dans tous les paramètres aujourd'hui fondamentaux d'une entreprise,
qu'est-ce qui importe le plus dans ce contexte un peu compliqué, justement, donc de hausse d'inflation et du coup, ben, de peur, de crainte de récession. Alors c'est une très bonne question parce que justement les entreprises de qualité, comment les identifier? C'est justement ça peut également varier en fonction des investisseurs, des entreprises. Les entreprises de croissance, de forte croissance sont assez facilement identifiables. Les entreprises de qualité, on va les identifier par plusieurs facteurs. Potentiellement déjà, le premier facteur, c'est la rentabilité. C'est des entreprises qui gagnent de l'argent de façon pérenne depuis un certain nombre d'années. Et nous, chez Carmignac, on pense qu'une entreprise de qualité, c'est également une entreprise qui réinvestit ses bénéfices dans sa croissance future. Donc ça, c'est vraiment un indicateur très important quand on analyse une entreprise, c'est le réinvestissement dans la croissance future. Donc c'est ce qu'on appelle le compounding. Donc vous pouvez faire la même chose avec des dividendes. Nous, on part du principe que quand une entreprise réinvestit dans son appareil productif, dans sa croissance à l'international, eh ben, ses bénéfices vont augmenter et cette entreprise est dans une bonne trajectoire. Et donc ça, c'est important, la rentabilité et cette croissance des bénéfices. Alors, ces entreprises de qualité, tu le disais, elles ont plutôt souffert depuis le début de l'année, à l'image également des entreprises de croissance. Euh, Maintenant, ce qu'il va falloir regarder dans les prochains mois, parce qu'on a bien vu, hein, depuis le début de l'année, on a une baisse globalement indiscriminée hein, au sein de quasiment toutes les classes d'actifs, à l'excepté de l'énergie, qui est quand même particulier pour les raisons qu'on connaît. Et donc maintenant, on va devoir regarder justement les secteurs, les entreprises qui sont moins dépendantes, euh, qui sont moins dépendantes du cycle économique et qui ont par exemple euh, beaucoup de liquidités, qui ont moins d'endettement, donc qui sont moins, euh, qui vont être moins impactés potentiellement par des hausses de taux. Donc c'est ces entreprises-là de qualité, moins endettées, qui ont justement des marges qui sont solides, où ils peuvent potentiellement, on en avait déjà parlé de pricing power, donc qui vont pouvoir augmenter leur prix avec l'inflation, ou pour pouvoir par exemple payer mieux leurs employés, et ben c'est justement ces entreprises-là qui vont nous intéresser. Et c'est sur ces entreprises de qualité qu'on va vraiment se focaliser dans les prochains mois. Entendu, William. Une dernière question pour ne pas faire trop long. Donc, d'un autre de nos clients qui nous dit, pour Camina Grand Europe, vous évoquez l'intérêt des titres de croissance, mais qu'en est-il de la tech? Qu'en est-il de la tech, William? Alors c'est une très bonne question parce que il y a donc déjà il y a plusieurs techs. Il y a notamment aux États-Unis hein, avec les GAFA où on a eu une réelle contraction, mais également en Europe. Hein. La tech depuis le début de l'année a énormément souffert. Si on regarde l'indice Nasdaq, on est en baisse de plus de 35% depuis le début de l'année et depuis les plus hauts, on est à plus de 40%. Enfin c'est globalement une baisse significative. On a quelque part euh, réduit cette hausse post-Covid qu'avaient connu les valeurs technologiques. Donc on a vraiment eu un espèce de pic, comme une mini bulle sur les valeurs technologiques post-Covid et qui maintenant est en train de s'effondrer du fait de la remontée des taux d'intérêt. Là encore sur les valeurs technologiques, il va falloir peut-être, on va dire, regarder un petit peu plus dans le détail entre celles qui ont fait leurs preuves, qui ont un business model, un modèle d'entreprise rentable, donc qui ont des marges qui sont particulièrement attrayantes, qui gagnent de l'argent, qui sont peu endettés et qui ont des valorisations qui sont maintenant un petit peu plus attractives. On est revenu à des valorisations proches de celles de 2020. Donc on est quand même face à un secteur de la tech qui devient de plus en plus attractif. Et sur le long terme, nous, chez Carmignac, c'est quelque chose qu'on va regarder, parce que quand on investit avec un horizon à long terme, 3, 5, 10 ans, eh ben, c'est potentiellement des points d'entrée qui peuvent être importants. Après, il y a au sein du secteur de la technologie des entreprises qui pourraient souffrir encore parce que justement, elles ne sont pas encore rentables, elles ont des modèles d'entreprise qui sont parfois un petit peu bancals. Et ces entreprises-là, nous, pour le moment, chez Carmignac,
on préfère rester en retrait de ces entreprises-là pour justement se concentrer plus sur les entreprises de qualité, même au sein du secteur de la technologie. Entendu, William. Merci énormément. Merci pour cet éclairage.